Africa Matin, l'interview. Allons chercher quelqu'un qui nous met toujours d'accord, selon une expression. C'est le docteur Jean-Marie Biada. Il est expert certifié ONUDI et CNUSED, spécialiste en accompagnement des PME. Avec lui ce matin, docteur, on va parler des Africains. Qu'est-ce qu'ils doivent aller chercher en Chine ou dans tous les sommets Afrique, reste du monde. Docteur Biada, bonjour, bienvenue sur ABK Radio. Didier, bonjour, bonjour à nos centaines de millions d'auditeurs et un bonjour particulier au factotum de la radio qui tient parfois lieu de metteur en nom de cette émission. C'est vrai, c'est vrai. Il faut pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Un peu comme vous, docteur Biada. La question que je vous adresse ce matin est une question prégnante. Qu'est-ce que les Africains doivent aller chercher en Chine ou dans tous ces sommets qu'on appellerait Afrique, reste du monde? Oui, Didier, vous voyez que ça fait depuis de nombreuses années. Le sommet Afrique-France, par exemple, date depuis les années 70. Et les autres ont suivi. Je vous prends le cas, par exemple, du sommet Cameroun, pas Cameroun, États-Unis, avec les leaders. Ils préfèrent dire États-Unis les leaders africains, puisqu'en fait, ils font d'abord les jeunes leaders et puis ils ajoutent les leaders africains, c'est-à-dire les chefs d'État. Oui. J'ai vu faire l'objet d'une invitation de la part du Premier ministre. Nous sommes là en 2014 pour animer deux séminaires, deux ateliers de formation sur la thématique suivante. Les entreprises plus ou moins prêtes à exporter dans le cadre de la loi américaine sur la COA. Et à l'époque, je leur montrais donc pour la double centaine de participants qui étaient là, je leur montrais l'intérêt par exemple du crédit bail pour pouvoir acquérir le matériel ou les lignes de production industrielle ou le matériel roulant ou le matériel de livraison. Et à côté de ça également, on leur parlait également de l'intérêt du réseautage. C'est vrai que Didier produit de l'huile de palme brute, mais cultivée sans fertilisant azoté, sans fertilisant potassé, donc vraiment bio. Mais Didier est seul, personne ne sait que Didier produit donc cette qualité d'huile de palme. Didier produit de la propolis. Il a une technique qui lui a permis de maîtriser l'extraction de la propolis dans, on va appeler ça la ruche. Donc Didier ne retire plus simplement le miel, il retire la propolis, la gelée royale, la cire d'abeille, le venin d'abeille. Donc Didier tire au moins 5 dérivés de la ruche. Mais personne n'est au courant. Donc je leur montrais l'intérêt du réseautage pour pouvoir développer certaines activités, même déjà à l'intérieur du pays. Oui. Donc vous imaginez que si vous produisez donc la propolis ou la gelée royale, ils sont nombreux qui viendraient vous acheter ce produit-là sans que vous n'ayez à aller à l'international. J'ai mis le curseur dessus parce que la plus grande supermarché ou alors le plus grand supermarché, le plus grand centre commercial du monde, ça s'appelle Walmart. Ça se trouve aux États-Unis. Walmart nous a-t-on dit, à cette époque, nous passer des commandes de 40 conteneurs de t-shirts en coton selon des spécificités. Un cahier de charges, bien entendu, qui avait été dévoilé. Mais localement, nous ne parvenions pas à faire un seul conteneur en 3 mois. Donc, résultat de course, on ne pouvait pas facilement, en l'absence du réseautage et la maîtrise du crédit bail, tirer grand parti, grand profit de ce sommet-là. Donc, j'ai pris ce cas. Or, le cas de l'AGOA, c'est parce que vous allez là-bas, on dit les produits entrent en franchise de droit de douane. Même si parfois, je m'oppose un peu à ce genre de formule, parce que généralement, c'est quoi? Lorsqu'un pays se lève et va faire en sorte que un pays étranger accepte que ses produits rentrent dans son pays à lui en franchise de droit de douane, c'est une politique économique directe d'augmentation du pouvoir d'achat des populations. Parce qu'en fait, si le produit qui part du Cameroun entrant aux États-Unis supporte les droits de douane, le prix de vente maintenant à ces populations va être majoré de ces droits de douane. Donc, c'est une technique bien connue par ces populations, par ces pouvoirs publics au niveau de l'Occident pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat de leur population. Pareillement, l'Union européenne est venue faire ça ici. Et depuis le jeudi 4 août 2016, un ensemble de produits partent du Cameroun et rentrent donc en Union européenne en franchise de droits de douane, augmentant donc directement le pouvoir d'achat des populations locales. C'est une technique connue qu'on peut également proposer à certains pays africains aussi de se battre pour faire en sorte que certains des produits partent de là-bas et rentrent chez nous en franchise de droits de douane, augmentant de ce fait donc le pouvoir d'achat des populations locales. Alors, qu'est-ce que nous devons donc aller chercher? J'ai pris le sommet États-Unis
Afrique, le sommet France-Afrique, le TICAD, Tokyo International Conference on Africa Development. Je n'oublie pas le sommet Inde-Afrique. Je n'oublie pas le sommet Brésil-Afrique. En 2015, Didier, figurez-vous, un petit pays comme le Pakistan, petit par rapport à la superficie. Hein. Le continent africain, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Là-bas, chez eux, c'est moins de 1/30e. Il a même envisagé d'organiser à son petit niveau également un sommet Afrique-Pakistan. Or, notre souhait, pour prendre le cas du Cameroun, tout le monde connaît que le Cameroun, c'est le pivot ici en Afrique centrale, c'est le hub où on peut mettre tout ce qu'on veut en termes d'industrie, industrie du transport aérien ou bien industrie de métallurgie, industrie sidérurgique. Donc, le Cameroun, je rêve de ce temps où le Cameroun irait négocier pour qu'on puisse faire quoi? Pour qu'on puisse avoir des sommets également. Cameroun, Europe de l'Est, Cameroun, Moyen-Orient, Cameroun, Amérique latine, Cameroun, Amérique centrale, Cameroun, Amérique du Nord, parce que le Cameroun a toutes ses potentialités. Alors, quand j'ai fini de dire cela, j'exhorterai dans les pays africains, avant d'aller dans ces sommets, Afrique, reste du monde, d'abord de se concerter en interne, parce que si vous y allez en rang dispersé, Didier, vous allez pas gagner les gros avantages qu'il y a. Je prends un exemple simple dans ce que nous appelons les techniques d'achat groupé d'intrants. Si Didier se lève là, il veut aller acheter un sac d'engrais potassé, engrais potassique ou bien engrais phosphaté, on va le lui vendre à 32 000 francs. Mais si Didier veut 10 sacs, ça passe à 31 500. Si Didier veut 1 tonne, ça passe pratiquement à 31 000. Si Didier veut 100 tonnes, ça passe à 30 000. Si Didier veut 1000 tonnes, ça passe à 29 000. Si Didier veut 10 000 tonnes, ça passe à 27 000. Si Didier veut 100 000 tonnes, ça passe facilement à 20 000. Donc les Africains doivent pouvoir bénéficier de ces techniques groupées d'achat. Un exemple simple, ils peuvent aller en Chine par exemple, au lieu de lever 51 milliards de dollars, ils lèvent même 500 milliards de dollars. Il suffit seulement de coaliser leurs besoins et puis de mutualiser leurs besoins et on met donc, on va appeler ça un point focal devant, qui va dire, nous au niveau africain, nous avons besoin du chemin de fer qui part de Mombasa jusqu'à Mombasa, je suis à l'extrême est du continent, jusqu'à Dakar, je suis à l'extrême ouest du continent, et nous avons besoin également toujours d'un chemin de fer qui part par exemple du Cap de Bonne-Espérance, je suis à l'extrême sud du continent, en Afrique du Sud, et ça va directement là au niveau de l'Algérie, ou alors au niveau de l'Égypte, pour être plus précis, l'extrême nord du continent. Ça, monsieur, pour ça, nous avons besoin de 500 milliards de dollars américains, exemple. On dit, voici celui qui va négocier et il a donc derrière lui 2, 3, 4, 10, 20, 5, 20, pourquoi pas les 54 pays qui viennent donc en garantie. Je suis convaincu qu'au lieu de 400 ou 500 dollars, on pourra facilement avoir 1000 milliards de dollars américains. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est là dans l'approche de techniques groupées d'achat des intrants. Donc vous êtes nombreux à demander de l'argent et le coût va baisser, bien entendu. Au lieu d'un taux d'intérêt, par exemple, de 2-3%, on va vous le donner à 0,1%. Pour eux-mêmes, à un moment, ils se rendent compte, ils ont fini par comprendre que plus il y a la pauvreté dans le monde, eux-mêmes, ils ne sont pas à l'abri de voir les pauvres. Vous n'avez qu'à voir le cas actuellement, où quelqu'un abandonne un emploi de 100 000, il vend ou de 200 000, il vend sa maison qui est ici, et il va affronter les vagues dans l'embûche de Ceuta et Melilla pour aller en Europe. Il ne sait pas ce qu'il va chercher là-bas, mais il veut aller en Europe. Parce qu'on lui a dit que le bonheur se trouve de ce côté-là. Donc, il faut mutualiser donc nos besoins et là-bas, nous obtiendrons à coût fortement réduit ce que nous sommes venus chercher. Si le Cameroun part là-bas, il va acheter par exemple des tracteurs agricoles. Et le Cameroun veut 10 tracteurs. Le Tchad en veut 20. La Guinée équatoriale en veut 30. Au niveau du continent, c'est 10. Mais si vous mutualisez, vous mettez sur pied une agence d'acquisition du matériel de mécanisation agricole. L'agence va donc en son nom, mais a sur son dos maintenant des États africains comme garantie, comme sûreté réelle, mais comme sûreté personnelle, je veux dire, comme caution. C'est certain qu'au lieu de lui vendre une machine, par exemple, à 3 millions, on pourrait facilement vendre la même machine à 300 000, parce qu'on veut ça en très grande quantité, et puis le niveau de garantie que cela, enfin, que le fournisseur de ce matériel, que le producteur, le fabricant, le manufacturier de ce matériel va recevoir est tellement élevé qu'il n'aura pas à paniquer. Donc ça sera un marché captif pour celui-là. Oh, regardez très bien que quand nous partons en rang dispersé, Didier, allez, on fait installer tout le monde comme si on était dans une salle de classe. Un seul chef d'État vient, étranger vient, quand il se met à parler, les autres chefs d'État africains ne se considèrent même plus comme des chefs de l'État. Des chefs d'État, ils écoutent comme si en fait c'est le maître qui parlait aux élèves.
Donc, qu'est-ce que nous devons aller chercher dans ces sommets Afrique-Reste du monde ou des sommets Chine-Afrique? C'est la technologie. Et pour avoir cette technologie, nous travaillons d'abord en interne. Les experts des questions industrielles sont là. Nous sommes là. Et je peux leur citer d'autres collègues partout sur le continent et même hors du continent. C'est dommage. Et votre... Deuxièmement, on fait, je n'oublie pas, on prend donc au niveau de chacun de ces continents-là un peu de garantie. Ça ne représenterait même pas 1% des budgets au niveau de chacune de ces nations-là. Et si nous présentons donc ça à ces gens, et ça va donc décharger le chef d'État africain qui iront là-bas pour des activités purement politiques. Donc quand c'est technique, quand c'est industriel, quand c'est le transport, quand c'est le matériel, les techniciens sont déjà allés là-bas. Et ils ne sont pas nombreux, ils doivent être un par spécialité. On veut le matériel de mécanisation agricole, c'est un seul qui parle pour le continent tout entier. On veut même des outils de sécurité. Je prends le cas des armes, je prends le cas des munitions. On peut justement faire toujours une technique d'achat groupé, et puis on dit, et après on vient en interne, ça sera notre sauce interne, notre, on va dire quoi, notre cuisine interne, et puis on sort une clé de répartition pour partager donc ce qu'on aurait acheté là-bas en grande quantité. Par là, nous allons énormément gagner. On irait dans ces sommets et je suis très content que la Chine ait accepté de nous respecter. Ça se tient alternativement tous les 3 ans. La troisième année, ou alors 3 ans plus tôt, ça s'était tenu au Sénégal. Mais dans l'incognito, les gens estiment qu'aller au Sénégal, c'est un petit pays. Le Sénégal n'est pas comme nous ici. Je crois que si on met de côté toutes ces considérations, ces sommets seront l'occasion pour l'Afrique d'acquérir le plus rapidement du monde la technologie nécessaire pour amorcer son développement économique et industriel. Et en parlant de ça, docteur, en ce qui concerne le commerce et l'accès au marché, est-ce qu'on doit aller qu'au rendez-vous du donner et du recevoir, ne faire que recevoir? Est-ce qu'en retour, on ne pourrait pas espérer que ces sommets ouvrent des marchés aux Africains, nos produits, au reste du monde, et qui permet donc à nos produits d'accéder à de nouveaux marchés? Non, Didier. Nos produits n'ont aucun problème. Je vais prendre un exemple. Si la France n'achète pas le bois au Cameroun, il achète tout. Les Européens doivent acheter le bois ici, c'est des produits tropicaux. Nos bois, Didier, relèvent de ce qu'on appelle des plantes hédiophiles, qui ont besoin d'un ensoleillement de 1000 lux pour faire leur photosynthèse. Ce ne sont pas des plantes sciaphiles comme ce que nous avons dans les eaux, le nénuphar par exemple. Donc, en Europe, le taux d'ensoleillement, Didier, se met autour de 100, 150, 200 tout au plus. Il y a des endroits où on n'atteint même pas ces 100-là. Alors que chez nous ici, si vous n'achetez pas le bois au Cameroun, c'est un produit tropical, vous n'achèterez nulle part. Si ce n'est dans un autre pays tropical, là je suis en Amérique latine, mais là-bas c'est déjà très difficile, c'est beaucoup plus ici en Afrique qu'on peut dire le droit. Didier, j'ai besoin du coton. Je ne peux pas cultiver le coton en France. Pour cultiver le coton, les conditions agroécologiques d'excellence, c'est 2004, 2001 d'ensoleillement à l'année, Didier. Or, dans le Grand Nord, nous avons des taux d'insolation, qui vont chercher parfois dans 2300, 2400 à l'année, alors qu'en Europe centrale ou en Europe du Nord, il y a des endroits où vous n'avez même pas 1000 heures d'ensoleillement à l'année. Donc, il n'y a plus de problème. Nous avons déjà un marché captif. C'est-à-dire, tous les pays occidentaux, c'est des marchés captifs pour nous. Mais le travail maintenant, c'est que vendre ça à l'étable ne nous rapporte rien du tout, Didier. Je te prends un exemple. Une bille de bois, Didier, vous vendez la bille de bois facilement à 200 ou 300 000. Mais en réalité, qu'est-ce que vous avez vendu? Vous avez vendu ce qu'on appelle l'aubier. L'aubier, c'est la partie dure qui reste sur le bois lorsqu'on a enlevé la partie facilement enlevable, qu'on va appeler l'écorce. Mais Didier, l'écorce, c'est 80% d'une bille de bois. Mais nous ne le savons pas. Donc, en Chine, si nous avons la technologie qui nous permet donc de transformer ces 80% que nous exportons gratuitement, vous voyez la valeur ajoutée, vous voyez le niveau des emplois que nous aurons créés en interne sur le continent. Donc, l'équation, le grand défi à relever, c'est le défi de la technologie. Si nous avons la technologie suffisante, Didier, nous-mêmes n'aurons plus à vendre à l'international à l'état brut. Je vous prends un exemple simple. 1 kilogramme de cacao, c'est maintenant qu'on a fait passer ça à 5000, mais au Ghana, c'est encore à 1200, en Côte d'Ivoire, pas plus que 1300 ou 1400. Donc, bord du champ, 5 kilos, Didier, ça vous fait 5000, 6000 tout au plus, ou 10 000. Mais lorsque vous transformez cela, première transformation, vous avez le beurre, 3 kilos de beurre, et puis en deuxième transformation, vous avez, j'ajoute la poudre de cacao, 3 kilos. Ici, quand nous vendons ça à l'État en soldant, 1 kilogramme de beurre, ça fait 15 000 francs, fois 3, 45 000. Et quand je vends 1 kilogramme de poudre de cacao, c'est
2 000 francs, fois 3, 6 000 francs. Vous voyez donc que quand j'ai vendu 5 kg de cacao à l'état brut, je n'ai gagné que 5 000 ou 6 000 francs, maxi 10 000 francs. Mais quand j'ai fait la petite transformation, première transformation, la deuxième, j'ai vendu ça à 51 000. Donc, la valeur ajoutée a été multipliée par 4, voire par 5, Didier. Et j'ajoute, quand j'ai la chance, vous également, vous avez déjà vu comment on fermente le cacao. Mais tout ce jus-là va au sol, Didier, nous ne récupérons pas ça. Donc, ça veut dire qu'avec une technologie, on va fabriquer le vin de cacao, le jus de cacao, le whisky de cacao. Oui. Donc, tout sera bon dans le cacao, on va dire. J'ai pris le cas du cacao pour montrer qu'il y avait tellement de dérivés que nous ne maîtrisions pas. C'est ça. J'ai travaillé avec un aîné en 2004, ça ne me rajeunit pas. On avait sorti ce qu'on a appelé à cette époque-là la Bible du manioc. Oui. Didier, il y avait 27 dérivés dans le manioc. Didier, vous pouvez imaginer. 27. Mais si je vous pose la question, là, vous allez me dire, il y a le tubercule de manioc, il y a les feuilles de manioc, et c'est terminé, n'est-ce pas? Oui. Bon, oui. Donc c'est le niveau de technologie qui vous permet de raffiner votre ressource naturelle, vos ressources, au point de tirer donc tout ce qui est comme dérivé, vous gagnez ça en matière, je veux dire en valeur ajoutée. Donc, le gros du souci, ce n'est pas tant qu'on nous ouvre un marché. Le marché captif est déjà là. La France veut du bois, c'est chez nous. Les Européens veulent du coton, c'est chez nous. Mais, pour la suite maintenant, est-ce qu'on va continuer encore à vendre ça à l'état brut? Regardez les costumes qu'on nous vend, Didier. Vous qui êtes un homme au raffinement établi, des costumes en peau de grenouille de mer. Je n'oublie pas les tissus en prince de Galles. Ça coûte, on a des costumes de 300, 400 000 ici, chez nous, Didier, minimum. Oui, je ne veux pas parler des t-shirts, enfin, des chemises en solde en Europe qui coûtent 1000 euros. 1000 euros, c'est plus de 650 000. Absolument. Vous pouvez imaginer. Donc, l'équation pour nous, le grand défi à relever, c'est celui de la technologie. J'insiste dessus. Oui. Parce que c'est ça qui fait défaut. Parce que si ce n'est pas le cas, on va continuer à vendre à l'état brut. Or, vendre une bille de bois à l'état brut, vendre le cacao à l'état brut, c'est exporter en même temps nos emplois directs, nos emplois en direct, de la valeur ajoutée, et nous ne gagnons que 2 ou 3% dans le domaine. Et je conclue, Voilà. Didier. C'est ça. Nos chefs d'État devraient pouvoir coaliser également pour menacer ces gens qui achètent nos produits, Didier. Moi, j'ai fait un travail dans le supermarché. Dans les supermarchés, il y a ce qu'on appelle la RFA. Ce n'est pas la redevance forestière annuelle, mais c'est plutôt la remise fin d'année. Ça veut dire quoi, Didier? Quand vous avez votre supermarché ici, vous avez les gondoles, vous avez les rayons. Moi, pauvre, parce que j'accompagne les PME au quotidien, le gars va donc présenter ses produits là-bas et j'ai dû intervenir en disant au monsieur que non, on n'accepte pas ça, la colonisation est terminée. Oui. Donc le monsieur lui donne quelques petites marges, il vend, il paye le jour où il veut. À la fin de l'année, on m'a appelé, on dit bon, comme c'est toi qui t'occupes de ces gens-là, voici la note à leur adresser. Je dis la note de quoi? On me dit RFA, je dis RFA, ça veut dire quoi? On dit remise fin d'année. Ça veut dire quoi, Didier? Parce que j'ai utilisé ces rayons, à la fin de l'année, je vais le payer pour ça. Je dis mais je paye comment? Je vais vendre mes produits comment? Donc si c'est le cas, je propose également que les chefs de l'État imposent à ces gens-là une sorte de remise fin d'année qui consisterait à dire quoi? Comme je t'ai donné beaucoup de cacao cette année, C'est ça. 100 000 tonnes, 200 000 tonnes, 300 000 tonnes, monsieur, par tonne, je dois pouvoir bénéficier par exemple de 200 000 euros. Tu multiplies non pas le nombre de tonnes et tu me donnes, parce qu'en fait, je t'ai garanti une source d'approvisionnement qui ne t'a pas fait défaut pour le fonctionnement de tes lignes de production industrielle. Donc, le chef d'État, dans le cadre de ces réunions, doit pouvoir mettre également ça sur la table. C'est-à-dire, le gars qui vend la matière première doit, en fin d'année, bénéficier de quelque chose de la part des industriels qui ont acheté cette matière première. Parce qu'en fait, on nous le fait payer également, nous qui accompagnons la PME. Quand Voilà. le monsieur a déjà fabriqué ses boissons rafraîchissantes sans alcool, Voilà pour ce saveur qui est... baobab, saveur ananas, Oui. saveur pastèque, il dépose dans les rayons, le monsieur vend, il prélève de l'argent, il lui donne sa marge, il accepte. Mais en fin d'année, on lui brandit applique, une qu'on appelle RFA. oui. Donc il faudrait aussi que nous investions ça en tant que fournisseurs garantis de matières premières pour les usines des pays qui font de nous leur source d'approvisionnement en matière de produits de premier ordre, c'est-à-dire des produits primaires. Voilà pour ce que les Africains doivent aller chercher en Chine ou dans les sommets Afrique-Reste du monde. Docteur Biada, puisqu'on parlait de Chine tout à l'heure, la Chine n'est pas présentée comme un parangon de vertu démocratique, rappelons-le, par l'Occident, je tiens à préciser. La question que cela m'inspire, c'est y a-t-il un lien étroit entre la très faible démocratisation du continent africain et son faible niveau d'industrialisation, Docteur Biada? Oui, Didier, il y a un lien très étroit entre le niveau d'industrialisation d'un pays
ou d'un continent et son niveau de démocratie. Vous constaterez que la démocratie est née dans l'industrie, Didier. Donc si vous n'avez pas d'industrie, vous n'avez pas ce porteur, vous n'avez pas ce creuset, vous n'avez pas ce moule, vous n'avez pas, on parle beaucoup plus chez nous d'incubateur, vous n'avez pas d'incubateur démocratique. L'industrie, c'est le creuset de la démocratisation. Ça, c'est l'expert de ces questions qui en parle. C'est même un de mes centres de recherche, des centres d'intérêt en matière de recherche. L'industrie, c'est le creuset de la démocratisation. Didier, chez nous, dans l'industrie, c'est là où on a imposé aux gens que, ben, monsieur, si vous avez déjà 11 salariés avec vous, c'est bon. Vous pouvez déjà avoir un délégué du personnel. Voilà l'élection qui rentre en scène. Et dans le cas de l'élection du personnel, Didier, moi, le promoteur de l'entreprise, je n'ai pas à me porter candidat. Ma femme ne peut pas être candidate. Mon beau-frère ne peut pas être candidat. Mon petit frère ne peut pas être candidat. Si mon père est là-dedans, mon père ne peut pas être candidat, ma mère ne peut pas être candidate. Donc, aucun lien de filiation. Le délégué du personnel ne doit avoir aucun lien de filiation, ni par le truchement de ce qu'on appelle la beaufrerie, donc par le sang ou par alliance avec le promoteur ou les groupes d'intérêt qui sont à la tête de cette entreprise. Vous voyez autre chose plus démocratique que cela, Didier? Ah non. Et lorsque je déborde déjà les 11 là, à chaque fois que je passe peut-être vers 33, 40, à chaque fois qu'il y a 11 qui ajoutent, c'est le nombre de délégués du personnel qui s'augmente également. Et quand j'ai parlé de délégués du personnel, j'ajoute également délégués du personnel titulaires et suppléants. Titulaires et suppléants. Et quand j'arrive à un certain stade, Didier, l'entreprise est déjà assez grande, les élections ne se passent plus comme je veux. Les élections se passent maintenant par collège électoral. Donc, le collège électoral des cadres va élire le délégué des cadres titulaires et suppléants. Et le collège des non-cadres. Les non-cadres, c'est quoi? C'est les agents de maîtrise, les contremaîtres, les employés, les manœuvres, ouvriers spécialisés, ouvriers non spécialisés. Les voilà les non-cadres. Il y aura donc un collège électoral pour eux également qui va élire le délégué du personnel en termes de titulaires et en termes de suppléants. Ouais, on est en plein là dans la démocratie, Didier. Et les chefs d'entreprise acceptent cela. Et après 2 ans, on refait encore les élections. Vous pouvez imaginer ça? Après 2 ans, on refait les élections et l'ECAM ne va pas dans les entreprises et ce n'est pas contesté. Donc, le faible niveau de l'industrialisation du continent est fortement tributaire ou alors à générer, à engendrer notre faible niveau de démocratisation. Donc, chaque fois qu'on parle de démocratie maintenant, élection, les gens se mettent à trembler. Allez même dans nos tontines du quartier, Didier. Vous êtes le président de telle tontine, je ne sais plus quoi. Le gars peut rester là pendant 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 ans. Et il y a même mort d'homme dedans. J'ai un frère que j'ai perdu comme ça parce qu'il a voulu challenger un monsieur qui était là depuis pratiquement 24 ans. Il a été envoyé à Patresse. Vous pouvez imaginer, Didier. Pour une affaire où il dit qu'il ne gagne rien. Donc, plus le pays est démocratisé, plus la démocratie viendra seule. Moins le pays est démocratisé, plus on va avoir à faire face, par exemple, à un niveau de démocratie déclarative. C'est-à-dire, les gens vont dire, nous sommes une démocratie, je veux dire quoi, très élevée, enhanced democracy, we are enhanced democracy, mais en réalité, ça n'est pas le cas. Dans le milieu industriel, vous voyez, on ne conteste pas les résultats, ça se passe devant vous, il n'y a pas les camps, tout le monde est d'accord, mais c'est vrai que le gouvernement envoie son représentant, notamment le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. J'ai eu l'occasion, à l'époque, j'étais directeur général d'une entreprise de concession dans un lot de BTP et de véhicules industriels. C'est là où j'ai moi-même, de bout en bout, organisé une élection des délégués du personnel avec le collège des cadres qui a élu les délégués titulaires et suppléants, le collège des non-cadres qui a élu également ces délégués titulaires et suppléants. Donc, c'est un sujet que je connais très bien et je suis content de saisir votre antenne pour exhorter donc les uns et les autres à comprendre très bien ce qui se passe. Donc, tant qu'on ne va pas avoir un niveau d'industrialisation assez élevé ici sur le continent, Kouri a dit non, faut changer le code électoral, faut faire ceci. Les gens ne sont pas habitués à cela. D'ailleurs, il dit l'un de vos confrères posant la question au président Biya, nous sommes en 1990, où Yves Mourouzi, d'heureuse mémoire, sur les radios, sur les ondes de radio Monte Carlo, demandait entre autres au président Biya comment il pouvait apprécier l'accueil, le regard que les Camerounais avaient vis-à-vis de la démocratie qui venait de retourner chez eux. Et le président Biya, je le cite, a dit il n'est pas facile de refaire des mentalités longtemps rompues au jeu démocratique.
Et je le dis alors à la suite du président, le jeu démocratique s'exerce le mieux dans l'industrie. Donc, lorsque nous aurons les industries au niveau des arrondissements, au niveau des départements, au niveau des régions, au niveau communautaire, au niveau du continent, lorsqu'on aura ces industries à foison, je suis convaincu que on n'aura plus besoin. Les gens, bon, c'est peut-être malheureux que je le dise, les gens iront au chômage, parce que les gens seront déjà habitués à accepter le jeu démocratique. Donc, le monsieur est là pour 2 ans, les 2 ans finis, il n'y a pas de souci. Il est là pour 3 ans finis, il n'y a pas de souci. Regardez Didier, à l'époque, on a même tenté la démocratie au niveau de la Fédération camerounaise de football, mais le mandat était de 2 ans. Mais derrière ça, on gagnait. Mais maintenant, on dit que le mandat passe à 4 ans. Les gens sont tout le temps en campagne, des batailles interminables. Et puis, c'est de nature à écorner l'image du pays. Moi, je vois ça sous le prisme purement économique. Didier, est-ce que vous savez que je viens de perdre un grand marché? Motif pris de ce qu'on avait tout signé avec le monsieur. On devait vendre, je crois, une commodity ici chez nous. Oui. On dit, mais vous êtes à quel niveau? On dit, au niveau de l'Afrique centrale. On dit, non, les gens sont pas sérieux là-bas. Les gens ne respectent pas les lois, les gens ne respectent pas les textes, c'est des bagarres interminables. Le SPA que vous venez de signer avec nous, vous pourrez venir demain dire que quelqu'un a imité votre signature. Et je ne me cache pas pour vous dire qu'on a même cité ces interminables bagarres que nous avons ici chez nous. Hein. Donc sur le plan économique, ça ne nous aide pas, ça écorne l'image du pays. Donc je conclue en disant oui, il y a un lien très étroit entre le niveau de démocratisation du continent et en même temps le niveau de l'industrialisation. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Si nous augmentons nos niveaux d'industrialisation, industrie véritable, en faisant des élections à l'intérieur, ça va déteindre sur la société tout entière et la démocratie va rentrer directement dans nos gènes, va rentrer dans nos habitudes. On n'aura plus l'occasion de contester les résultats. On n'aura plus besoin de rallonger interminablement. Le mandat, c'est 5 ans. Allez, on rallonge. Le mandat, c'est 2 ans. Allez, on rallonge. Et quelqu'un est en poste depuis 13 ans, alors que c'est un poste électif. Non. Quand on est dans le milieu industriel, vraiment, ça ne dérange personne de dire que mon mandat est terminé, je n'assume plus. J'attends que vous organisez les élections et je passe la main à quelqu'un d'autre. En mars de l'année dernière, vous répondiez à mon micro en disant que un certain pays avait de la peine à se défaire de ce qu'elle obtenait gratuitement chez nous. Est-ce que vous croyez qu'on puisse s'industrialiser par nous-mêmes à ce point, alors que ces pays-là ont intérêt à ce que l'on reste dans la précarité dans laquelle on est aujourd'hui? Oui, nous pouvons nous industrialiser par nous-mêmes, bien entendu. Le premier facteur, c'est quoi? C'est la prise de conscience. Je crois, à votre micro également, je disais ça, citant un penseur qui disait que se révolter pour le compte d'un peuple inconscient correspond à s'immoler par le feu pour éclairer la voie à un aveugle. Et vous m'avez donc dit, mais docteur, ça veut dire que la messe s'est dit, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vous ai dit non. Je vais donc continuer mon travail de lever la dormance de la prise de la conscience collective. Il faut que les gens soient beaucoup plus conscients que la solution, c'est vers là où je suis en train d'indiquer. Donc, une fois que nous serons conscients, et Didier, je vous le dis, je faisais un cours sur l'économie de développement et j'ai posé la question aux étudiants, selon vous, quel est le premier facteur de développement? On dit, monsieur, il faut avoir beaucoup de mines. Monsieur, il faut avoir de l'or. Monsieur, il faut avoir du californium. Il faut avoir du mercure rouge. Et à la fin, je vais attirer leur attention sur le fait que, mais vous ne parlez que de tout ce qui est matériel. En fait, le premier facteur de développement, c'est la prise de conscience. Didier, si vous n'avez pas conscience que vous êtes sous-développé, vous allez vous battre comment pour vous développer même? Vous voyez un enfant qui va à l'école, il a 4 de moyenne, il rentre à la maison, on lui sert le foie gras, on dit mon fils, mets de côté. La vie, c'est pas catégorie, hein, chacun mérite ce qu'il a. Mais cet enfant va enchaîner les 4 de moyenne pendant pratiquement 5 ans, vous allez lui acheter le diplôme. Mais il sera un mauvais ingénieur, il n'est pas un ingénieur. Absolument. Malheureusement pour nous, on crée également des postes administratifs où le monsieur qui n'a pas eu la peine, ou alors qui n'a pas eu à côtoyer Socrate et sa maïotique, Platon et son académie, ou le lycée aristotélicien, nous les connaissons rapidement sur le terrain, on les identifie par quoi? Leur grosse spécialité, c'est quoi? Ils te tapent dans le dos, ça va, oui. Ok, tu fais ça, ok, on fait ça comment? Mais faites ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous avez dit? Monsieur n'a rien dit. Mais en fait, c'est ce monsieur-là qui, on n'avait pas pu, les parents n'ont pas pu l'amener à prendre conscience de ce que on ne passe pas d'une classe à une autre avec 4 de moyenne. C'est cela. Même si c'est papa qui est le créateur de cette école-là. Donc, Didier, chez nous, c'est la prise de conscience. Quand nous aurons pris conscience de ce que la solution, c'est par nous-mêmes, nous allons forcément nous développer. Le Japon a fait quoi, Didier? Le Japon, c'est à peine la moitié du Cameroun. À peine la moitié du Cameroun. Un archipel, c'est-à-dire un ensemble de 1003 îles. On a réuni, il n'y a que de l'eau partout au Japon. Oui.
Et quand le Japon a donc pris conscience de cela, Didier, le jour où j'y suis allé, je vous donne l'information, là-bas, ils ont dit on adopte le riz. Le riz, voilà la nourriture nationale. Et on a transformé le riz sous tous les formats, Didier, en apéritif, en entrée, Oui. en résistance, en sortie. On et a même en mangé boisson, Didier. à toutes les sauces le riz. Oui, et leur boisson à base de riz s'appelle le saké. Saké, oui. Voilà ce qu'on m'a servi. Donc là-bas, chez eux, ils savent qu'ils ne doivent compter sur personne. S'ils doivent compter sur la Chine d'à côté, ils sont 300 millions seulement. Les Chinois viennent même seulement à pied, ils vont les envahir. Donc ils comptent sur eux-mêmes pour se développer. Et à l'époque, il n'y a pas de mine là-bas, Didier. D'où vient-il qu'on se retrouve avec des centres de production d'énergie nucléaire? Donc ils ont formé leur population à prendre conscience de leurs limites. Et derrière cela, voilà comment c'est devenu un pays extrêmement industrialisé. Diriez-vous en ce qui nous concerne? Nous, je conclus, Didier. Oui. D'où vient-il que nous, par exemple, avec toutes les ressources du monde, nous croyons que c'est le chinois qui viendra nous développer, c'est le français, c'est l'italien, c'est une question d'état d'esprit. Ce n'est pas vrai. Le premier facteur de développement, c'est la prise de conscience. Prenons conscience que c'est nous qui allons nous développer, c'est nous qui allons nous industrialiser. Pourquoi? Parce que, Didier, en histoire des faits économiques, je dis histoire des faits économiques, sur les 193 pays membres de l'Assemblée générale des Nations unies, aucun pays ne s'est développé par un autre. Et quand cela est arrivé, les autochtones ont dû batailler pendant 324 ans pour revenir à la souveraineté internationale. Diriez-vous, pour finir totalement, que nous sommes un continent qui dort et que le réveil sera peut-être époustouflant pour nous? Bon, disons, nous sommes assoupis. Je ne peux pas dire que nous dormons, puisqu'il y a du travail. Quand j'ai quelques collègues que j'appelle du côté de l'Afrique du Sud, du côté de, je sais pas moi, l'Angola, ou bien je prends le Kenya, et puis je traverse, je fais à Tamale, je suis au nord du Ghana. Non, il y a beaucoup de choses qui sont faites de ce côté. Et je cite le Ghana spécialement parce qu'il y a la base qu'ils appellent Atomic Johnson, Didier, où ils utilisent l'énergie nucléaire en tournant ça vers des fins civiles, notamment l'agriculture. Ça nous a surpris. Le Ghana n'était pas deuxième producteur de cacao. Ça, c'est grâce à cette énergie nucléaire qui rentre dans cette scène-là. Le Ghana n'était pas un très grand producteur de l'huile de palme brute, mais c'est grâce à cette énergie-là qu'ils sont en train de devenir la Malaisie du continent. Donc, je peux dire que nous sommes plutôt assoupis. Assoupis, ça veut dire ni endormis, ni éveillés. Donc, nous voyons quand même ce qui se passe sous nos yeux. Et mon vœu le plus cher, c'est que non, nous ouvrions maintenant les yeux, après avoir pris conscience de ce que ce n'est pas quelqu'un qui partira de la Malaisie qui viendra nous développer. La preuve, Didier, la Malaisie est venue prendre les semences ici, à Dizangue, tout à côté. Les semences d'huile de palme et la haie guinéenne 6. Et ils sont allés développer chez eux. La Malaisie est en train d'injecter sur le marché international 1 million 200 000, 1 million 300 000 tonnes d'huile de palme brute, alors que le Cameroun plafonne au montant que je ne veux pas donner, Didier, parce que ça me fait mal. J'ai mal au cœur de constater que quelqu'un vient chez vous en tant que quelqu'un que vous avez pris comme ça, vous lui avez fait bénéficier de votre bonhomie, de votre générosité, et après il devient propriétaire et vous locataire. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas de conseil à donner à quelqu'un de se battre à être locataire plutôt que d'être propriétaire. Il est déjà propriétaire des terres, il est propriétaire des eaux. Nos plans d'eau, Didier, 523 km. Qu'est-ce que nous faisons? On préfère que des chalutiers viennent et puis ils raclent tout là, ils nous vendent ça et nous sommes contents au lieu d'exploiter nous-mêmes les plans d'eau, le plan d'eau qui, en économie, on appelle ça les zones économiques exclusives, c'est-à-dire la superficie maritime continentale, la superficie maritime justement d'un pays. Alors les gens ont donné de leur sang pour avoir cela, et puis qu'est-ce qu'on fait? On reste tranquille, on attend que quelqu'un parte de l'Asie pour venir pêcher le poisson et nous le vendre. On attend que un sommet soit organisé quelque part pour qu'on dise que voici ce qu'il y a chez nous. Le cadastre minier chez nous, Didier, il y a certaines ressources, je vous donne un exemple pour conclure là-dessus. Vous avez déjà entendu parler du gaz qui est en Dokpasi. Oui. Oui. Mais Didier, ce gaz. On dit de la zone d'ailleurs, on l'appelait danger la zone. Oui. Jusqu'aujourd'hui, c'est la zone, il y a du gaz partout. Oui. Ça a été découvert, Didier, je vous dis, par les Allemands. Donc vous pouvez imaginer en quelle année. Ah, ça. Fongo Tongo, la bauxite qui est là-bas. Oui. Monsieur, c'est une affaire des Allemands. Et le train qui est en train d'aller en Konsama, les chemins de fer là, c'était en train d'aller à Fongo Tongo pour transporter ces substances pondérantes qui pèsent énormément. Alors, ils ne vont pas revenir encore nous dire ce que nous savons déjà. Donc, Didier, nous sommes assoupis, nous ne sommes pas endormis. Faisons l'effort d'ouvrir nos yeux maintenant pour
matérialiser le vœu du plus grand nombre des Africains, qui consiste à dire les Africains sont disposés à rester dans leur continent, à rester chez eux pour travailler. Vous voyez que partout ils vont, avant que les États-Unis ne commencent la traite négrière, c'était un pays quelconque. C'est les Noirs qui ont développé les États-Unis. Exactement. C'est les Noirs, on travaille, ils ne gagnent rien, on travaille, on ne vous paye pas. Vous voyez que même dans nos villages, lorsqu'on dit que quelqu'un a un grand champ, il est dans le FAMLA, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tue les gens, qui les envoie dans son champ travailler et il ne les paye pas. Donc, mettons un terme aux femmes là, Didier. Oui. Évitons que nos États se saignent pour nous former et nous allons ailleurs jouer maintenant les chauffeurs de taxi avec le doctorat en poche, les gens qui travaillent dans des plantations avec l'agrégation en poche. Les gens passent tout simplement parce qu'en fait, à la fin, vous avez déjà tout ce qui a déjà été construit, vous ne voulez plus transpirer. Transpirons un peu, sortons de notre assoupissement pour pouvoir porter notre continent au sommet là où il doit être. Docteur Jean-Marie Biada, merci. Merci Didier et merci à nos centaines de millions d'auditeurs qui nous ont suivis ce matin et un merci tout particulier au factotum qui porte à bout de bras tout ce qu'il doit faire pour que nous soyons sur le toit du monde comme c'était le cas ce matin. Humblement merci. ABK Matin, l'interview.